quelqu'un réaliserait l'erreur. Au lieu de cela, ma mère se tourna enfin vers moi avec un léger froncement de sourcils. Anna, ne fais pas cette tête. Ce n'est pas toujours une question de cadeau. Pas toujours une question de cadeau. Comme si j'avais dit quoi que ce soit. Comme si vouloir qu'on me remarque pour mon anniversaire me rendait superficiel. Mon père s'éclaircit la gorge. Tu es adulte maintenant. Les anniversaires changent. Ce qui compte, c'est le caractère, pas les cadeaux. Et voilà, mon cadeau d'anniversaire arriva, une leçon de morale. Ils parlèrent de responsabilité, de gratitude, de tout ce qu'ils avaient fait pour moi pendant mon enfance. Émilie était assise en silence, faisant tourner sa bague à son doigt, sans me regarder. Puis je remarquai le gâteau. Glaçage rose, fleurs décoratives, lettres soigneusement écrites. Un joyeux anniversaire, Émilie. Je ne voulais pas gâcher un autre gâteau, dit rapidement ma mère en me voyant la fixer. Tu comprends, n'est-ce pas? On a déjà fêté ça tout à l'heure. Tout à l'heure sans moi? Une oppression et une douleur aiguë m'étreignirent la poitrine. Je sentis une chaleur monter derrière mes yeux, une gorge se nouer. Pleurer dans cette pièce n'aurait fait qu'empirer les choses. Ça avait toujours été le cas. Alors, j'ai ri. J'ai ri comme si c'était drôle, comme si ça ne faisait pas mal, comme si je n'avais pas été effacé de ma propre journée. Et à cet instant précis, debout entre mes parents et la bague en diamant de ma sœur, j'ai compris quelque chose avec une clarté terrifiante. Ce n'était pas un accident. C'était exactement comme ça qu'ils me voyaient. Cette nuit-là, la maison me semblait plus bruyante que d'habitude. Même si personne ne m'adressait la parole, je restais allongé sur mon lit, dans le noir, fixant la fine fissure au plafond que j'avais mémorisée des années auparavant. Du rez-de-chaussée, j'entendais le léger ronronnement du lave-vaisselle et les voix de mes parents qui se mêlaient et s'interrompaient, paisibles, détendus, comme si rien d'important ne s'était produit ce jour-là, comme si je n'avais jamais existé. Je repassais sans cesse la scène dans ma tête, la bague, le gâteau. La façon dont ma mère avait dit « Tu comprends, n'est-ce pas ?» comme si comprendre était ma seule responsabilité. Ce n'était pas une question de jalousie. Je savais que je n'étais pas en colère qu'Émilie ait quelque chose de bien. Ce qui me blessait, c'était de réaliser qu'il n'essayait même plus de le cacher. Pas d'excuses, pas de silence gênant, pas un instant de prise de conscience, juste une certitude. Je n'avais pas assez d'importance pour être incluse. Je me suis redressé lentement et j'ai regardé autour de moi. Les meubles étaient vieux, dépareillés, des meubles de seconde main dont personne ne voulait plus. Mes trophées d'enfance étaient rangés dans des cartons au placard. Les murs étaient nus, à l'exception d'un petit tableau en liège où j'avais épinglé des notes au fil des ans, des rappels, des échéances, des petites promesses que je me faisais quand j'avais besoin de motivation. Tiens le coup aujourd'hui. Ne fais pas d'histoire. Tu partiras un jour. J'ai ouvert mon placard et j'ai sorti mon sac à dos. Mes mains tremblaient, mais j'avais l'esprit étrangement clair. J'y ai mis un sweat à capuche, mon chargeur de téléphone et une bouteille d'eau. Au fond de mon tiroir, j'ai sorti l'enveloppe contenant $60. J'avais mis de l'argent de côté pour les urgences. Bien que je n'ai jamais imaginé que l'urgence puisse concerner ma propre vie, j'ai hésité un instant, fixant la petite liasse de billets, puis je les ai pliés soigneusement et glissés dans mon sac. Je me suis déplacé silencieusement, instinctivement. Des années à essayer de passer inaperçu m'avaient bien entraîné. À minuit, la maison était plongée dans un silence complet. Je me tenais devant la porte de derrière, la main sur la poignée, à moitié à l'écoute, m'attendant à ce que quelqu'un m'appelle, m'arrête, me demande enfin ce qui n'allait pas. Personne ne l'a fait. Je suis sorti, l'air frais me fouettant le visage, et j'ai refermé la porte derrière moi sans un bruit. La lumière du porche a vacillé une fois, puis s'est stabilisée, éclairant l'allée déserte. Je ne me suis pas retourné. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais ni plan ni discours préparé. Tout ce que je savais, c'est que rester signifiait disparaître lentement. Et partir, aussi terrifiant que cela puisse paraître, me semblait la première chose honnête que j'ai jamais faite. Tandis que je marchais dans la rue, mon sac à dos me rentrant dans les épaules, une pensée se répétait sans cesse. Aussi régulier qu'un battement de cœur. Si restais, je me perdrais. Si je partais, je découvrirais peut-être enfin qui j'étais. La première nuit après mon départ, je n'ai pas fermé l'œil. Assise sur une chaise en plastique dur, dans un coin d'un refuge pour femmes en centre-ville, mon sac à dos, accroché à ma cheville, semblait prêt à disparaître si je le lâchais. La pièce sentait légèrement la lessive et le café rassis, et la lumière bourdonnait doucement au-dessus de ma tête. Autour de moi, d'autres femmes se reposaient sur de minces matelas. Certaines se recroquevillaient sur elles-mêmes, d'autres fixaient le plafond comme je l'avais fait pendant des années. Personne ne me posait de questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Une femme à l'accueil m'a tendu une couverture et m'a dit « Ici, vous êtes en sécurité ». Comme une évidence, pas une promesse.
Cette simple phrase m'a serré la gorge. Je n'avais pas réalisé combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois que quelqu'un m'avait dit une chose pareille. Les jours suivants se sont enchaînés sans que je m'en rende compte. J'ai vite appris les habitudes du refuge, les heures des repas, les douches gratuites, les moments où le silence régnait dans la salle commune, propice à la réflexion. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un petit café à quelques rues de chez moi. Le salaire n'était pas mirobolant, mais le gérant ne s'est pas enquis de ma famille, ne m'a pas regardé avec pitié, ne m'a pas dit d'être reconnaissante pour les choses qui me faisaient souffrir. Je dormais d'un sommeil léger, toujours à moitié endormi, comme si mon corps n'avait pas encore accepté que je n'avais plus besoin d'écouter les bruits de pas dans le couloir. Une semaine passa, puis une autre. C'est alors que mon téléphone se mit à vibrer. Papa. Je l'ai vu s'allumer sur la table de chevet, puis s'éteindre en vibrant. Je n'ai pas répondu. Il a sonné de nouveau le lendemain. Et le surlendemain, les messages vocaux s'accumulaient. Des messages non lus clignotaient sur mon écran comme des questions sans réponse. Au 4e appel, ma main a agi avant même que je puisse l'arrêter. Hannah. La voix de mon père s'est brisée dès qu'il a prononcé mon nom. Dieu merci. S'il te plaît, dis-moi où tu es. J'ai fermé les yeux, appuyant ma main libre sur mon genou pour me stabiliser. Ta chambre est toujours là, a-t-il répété précipitamment, comme s'il craignait que je raccroche. On n'a rien touché. Tu peux rentrer. On veut juste parler. À la maison. Le mot sonnait faux. Avant, je pensais que les anniversaires étaient le seul jour où l'on pouvait prendre sa place, ne pas réclamer l'attention, juste exister sans s'excuser. Alors, quand je suis entré dans la salle à manger de mes parents le jour de mon anniversaire, je n'espérais rien de coûteux. Je n'attendais ni surprise, ni discours, ni cadeaux emballés de rubans. Je voulais juste entendre quelqu'un dire « Joyeux anniversaire, Anna ». Et le penser vraiment. Au lieu de ça, ma mère était en train d'attacher une bague en diamant au doigt de ma sœur. Mon père souriait comme s'il venait d'accomplir un acte noble. Et le gâteau, posé au milieu de la table, portait déjà un nom écrit dessus en glaçage rose. Son nom, pas le mien. Ils m'ont dit de ne pas faire de drame. Ils m'ont dit que la vie ne se résumait pas aux biens matériels. Ils m'ont dit que je devais être reconnaissante. J'ai ri avec eux pour ne pas pleurer. Ce soir-là, j'ai pris un sweat à capuche, $60 et le peu de dignité qui me restait, et j'ai disparu. Je m'appelle Anna Miller, et pendant la plus grande partie de ma vie, j'étais connue comme la facile à vivre. C'est ainsi que mes parents m'appelaient lorsqu'ils parlaient à la famille. Voilà Anna. Elle est indépendante. Elle n'a pas besoin de grand-chose. Elle est mature pour son âge. Ce qu'ils ne disaient jamais à voix haute, c'était ce que cela signifiait vraiment. J'étais l'enfant qui avait appris à ne pas poser de questions. De l'extérieur, notre famille semblait idéale. Nous vivions dans un quartier tranquille où les pelouses étaient tondues tous les samedis et les lumières du porche allumées à la même heure chaque soir. À l'intérieur, les murs étaient couverts de photos encadrées, anniversaires, fêtes, événements scolaires. Mais si l'on regardait attentivement, on remarquait quelque chose d'étrange. La plupart des photos étaient celles de ma petite sœur, Émilie. Émilie était née après des années d'inquiétude et de conversations chuchotées à huis clos. Mes parents l'appelaient leur miracle, leur seconde chance, leur rappel que de belles choses pouvaient encore arriver. J'étais déjà là à sa naissance, au pied du lit d'hôpital de ma mère. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que les projecteurs se sont déplacés et ne sont jamais revenus. Quand Émilie parlait, mes parents se penchaient vers moi. Quand je parlais, ils hochaient la tête distraitement. Si Émilie était fatiguée, les plans changeaient. Si Émilie était contrariée, les voix s'adoucissaient. Si Émilie échouait, on trouvait des excuses. Quand j'avais des difficultés, on me disait que j'étais assez forte pour y arriver. Anna, tu as la inea. Anna, montre le bon exemple. Anna, ne surréagis pas. J'ai très vite compris qu'être sage signifiait se taire. Cela signifiait finir mes devoirs sans qu'on me le rappelle, me préparer à manger quand mes parents étaient occupés et sourire chaque fois que quelqu'un complimentait Émilie devant moi. J'ai appris à applaudir poliment ses réussites tout en dissimulant les miennes. Il n'y a pas eu un seul instant où j'ai pensé. Il ne m'aime pas. C'était plus subtil que cela, plus lent, comme une érosion. L'amour, j'ai compris, n'était pas absent. Il était juste inégal. En grandissant, je n'attendais plus d'équité. Je n'espérais plus être choisi. J'espérais seulement, avec prudence et naïveté, qu'un jour, peut-être pour mon anniversaire, il me regarderait et verrait en moi plus que l'enfant qui n'avait jamais causé de problème. Cet espoir allait me coûter bien plus cher que je ne l'avais imaginé. Mon anniversaire tombait un samedi cette année-là, ce qui était déjà un petit cadeau en soi. Pas d'école, pas de travail, aucune excuse pour que quiconque soit trop occupé pour me remarquer.
Je me suis réveillé plus tard que d'habitude, restant quelques minutes de plus au lit à fixer le plafond, me répétant de ne rien attendre. J'avais appris cette leçon très tôt. Dans ma famille, les attentes étaient dangereuses. Elles vous préparaient à la déception, et la déception, selon mes parents, était toujours un échec personnel. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de ressentir cet espoir discret qui me trottait dans la tête. Peut-être une carte, peut-être un simple « joyeux anniversaire », peut-être juste être invité à entrer dans la pièce au lieu de rester à l'écart. En descendant, j'ai senti une odeur de café et de sucre. Les lumières de la salle à manger étaient allumées, plus vives que d'habitude. Pendant une fraction de seconde, mon cœur s'est réjoui. Puis j'ai vu la boîte. Petite et élégante, elle trônait au centre de la table comme si elle y avait toujours été. Du velours noir, le genre de boîte qu'on n'a pas besoin d'ouvrir pour savoir ce qu'elle contenait. Ma sœur Émilie se tenait à côté, trépignant presque d'impatience, les cheveux déjà coiffés, un sourire à peine contenu. « Oh, tu es levée », dit ma mère en me jetant un bref coup d'œil avant de se tourner vers Émilie. « Ça tombe à pic. »« Vas-y », dit mon père d'une voix chaleureuse. « Ouvre-le, ma chérie. » Personne ne prononça mon nom. Personne ne me souhaita un joyeux anniversaire. Émilie souleva le couvercle et poussa un cri de surprise, une main se portant instinctivement à sa bouche. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant, limpide, sans défaut, captant la lumière du lustre et la diffusant sur les murs. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. « Maman, papa, vous êtes sérieux ?» Mon père rit, de ce rire grave et fier que j'avais entendu 1000 fois, mais jamais adressé à moi. « Tu le mérites. Tu as vécu une année tellement stressante. » Émilie glissa la bague à son doigt et tendit la main pour l'admirer. Ma mère applaudit doucement, les yeux brillants. « C'était tout simplement parfait, dit-elle. Quelque chose de significatif. » Je restais là, figé, attendant le moment où. Lord Kerr. J'imaginais ma chambre exactement comme je l'avais laissée, silencieuse, inchangée, m'attendant comme la preuve que je devais revenir et faire comme si de rien n'était, que ce n'était qu'une passade, une erreur. « Je vais bien », ai-je fini par dire, la voix plus assurée que je ne l'étais. « Je suis en sécurité. » Il y a eu un silence, puis une inspiration brusque. « Ta mère est folle d'inquiétude, a-t-il dit. Émilie demande de tes nouvelles. » J'ai failli rire. Il ne me demandait pas pourquoi j'étais partie. Il me demandait quand j'arrêterais de faire des siennes. J'ai besoin d'espace, ai-je dit. Je ne reviens pas tout de suite. J'aurais dû, malgré leurs larmes. Le silence à l'autre bout du fil s'est étiré, lourd et tendu. Ce n'est pas comme ça que ça marche en famille, Anna, a murmuré mon père. Ni en colère, ni déçu, comme si j'avais raté un examen sans le savoir. J'ai observé la petite pièce, la peinture écaillée, les étagères partagées, les femmes qui me saluaient d'un signe de tête au passage, comme si elles comprenaient. Pour la première fois, je n'avais pas honte de l'endroit où j'étais. Ni de mon anniversaire. J'ai répondu et raccroché. En posant le téléphone, mes mains tremblaient. Mais sous cette peur, quelque chose d'inconnu grandissait, du soulagement. Pour la première fois de ma vie, j'avais transgressé leurs règles, et le monde n'avait pas tourné la page. Pendant quelques jours après cet appel, le téléphone est resté silencieux. Pas de message, pas d'appel manqué, pas d'excuses soudaines. Une petite voix naïve en moi espérait qu'elle réfléchissait vraiment à ce que j'avais dit, que mon absence les avait enfin forcés à regarder l'espace vide que j'occupais depuis des années sans me plaindre. Cet espoir fut de courte durée. J'ai découvert la vérité dans un courriel. Le message venait de ma conseillère d'orientation, poli mais confus, me demandant de confirmer ma décision de me désinscrire pour le semestre à venir. J'ai d'abord cru à une erreur. J'ai relu le message 3 fois, le cœur battant la chamade à chaque ligne. D'après les dossiers de l'université, mes parents avaient contacté l'administration. Ils avaient dit que je prenais un congé, que j'avais changé d'avis, que je ne serais pas là. Je fixais l'écran, les mains glacées, l'esprit en ébullition. Ils ne m'avaient pas consulté. Ils ne m'avaient pas prévenu. Ils avaient décidé. J'ai immédiatement appelé la conseillère, la voix tremblante, pour lui expliquer que non, ce n'était pas mon choix, que je comptais bien m'inscrire. Elle s'est excusée, visiblement mal à l'aise, et a promis de signaler le problème, mais le mal était fait. Des échéances manquées, des démarches administratives retardées, des opportunités gâchées pendant que je dormais sur un matelas de fortune. Cette nuit-là, une lettre est arrivée au refuge. Elle n'était pas manuscrite. Elle n'était pas empreinte d'émotion. Elle était officielle. Assise à une petite table sous une lumière vacillante, je lisais des mots qui me pesaient plus lourds qu'ils n'auraient dû. On me retirait de la famille. Mes parents ne me soutiendraient plus financièrement, ni officiellement, ni autrement. J'avais 30 jours pour récupérer mes affaires. Après cela,
Tout ce qui resterait serait jeté à la discrétion du propriétaire. Glissée derrière les documents officiels se trouvait une simple note écrite de la main familière de ma mère. Voilà ce qui arrive quand on fait des choix égoïstes. Ma poitrine se serra, non pas de tristesse, mais d'une douleur plus vive. Ce n'était pas de la peur pour ma sécurité. Ce n'était pas de l'amour déguisé en discipline. C'était une punition. Ils n'essayaient plus de me ramener à la maison. Ils essayaient de me donner une leçon pour me montrer à quel point j'étais insignifiante sans eux. À quel point ils pouvaient me faire perdre pied en un instant. Je pliai les papiers avec précaution, mes gestes lents et délibérés. Autour de moi, le refuge bruissait de conversations étouffées, de pas, la vie continuait sans que personne ne remarque mon effondrement intérieur. Et à cet instant, quelque chose s'apaisa en moi. Ni colère, ni panique, juste de la lucidité. J'ai enfin compris à qui j'avais affaire. Non pas à des parents qui regrettaient leur fille, mais à des personnes qui avaient besoin de contrôle plus que de liens affectifs. Et si c'était le jeu auquel ils voulaient jouer, alors une chose était sûre, je ne leur donnerai plus jamais ce pouvoir. Après avoir reçu cette lettre, je ne me suis pas effondré comme je le craignais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas présenté à leur porte, les mains tremblantes et les papiers à la main, en leur demandant comment ils avaient pu me faire ça. J'ai pleuré une fois, en silence, dans les toilettes du refuge, l'eau coulant pour que personne ne m'entende. Puis je me suis arrêté, car quelque chose avait changé. Pour la première fois, je ne réagissais plus à leurs agissements. Je réagissais pour moi-même. Le lendemain matin, j'ai rencontré une conseillère juridique à qui le refuge m'avait mise en contact. Elle parlait lentement, clairement, exposant mes options comme des étapes plutôt que des menaces. Elle m'a expliqué mes droits, ce que mes parents pouvaient et ne pouvaient pas faire, et comment me protéger à l'avenir. « Vous ne faites rien de mal », m'a-t-elle dit en me regardant dans les yeux. « Et tu n'es pas seul. » Ces mots m'ont marqué. J'ai multiplié les heures de travail au café. Des matins très tôt, des soirées tardives, les pieds endoloris et les mains douloureuses. Mais chaque dollar semblait mérité comme jamais auparavant. J'ai rouvert mes dossiers d'inscription à l'université, réécrivant les formulaires sans y inscrire le nom d'eux. Mes parents. C'était plus difficile, plus lent, plus solitaire, mais c'était à moi. Quelques semaines plus tard, j'ai emménagé dans un petit appartement en colocation avec 2 autres femmes du centre d'hébergement. Les murs étaient fins, les meubles dépareillés, mais la porte fermait à clé de l'intérieur et personne ne contrôlait mes allées et venues. J'y dormais mieux que dans ma maison d'enfance. L'école a suivi. Pas immédiatement, pas facilement, mais elle est arrivée. Une bourse partielle, un plan de paiement, un courriel discret qui commençait par le mot « félicitations » et qui m'a fait trembler les mains en le lisant. Je n'en ai rien dit à mes parents. Ce n'était pas nécessaire. Pour mon anniversaire suivant, je me suis offert un cupcake à la boulangerie près du café. Assise seule à la petite table de cuisine de mon nouvel appartement, j'ai bricolé une bougie et écrit mon nom sur le glaçage, en lettres irrégulières. Hannah. Pas de leçon, pas de comparaison, personne pour me dire d'être reconnaissante de la souffrance. Juste le silence de la pièce, une respiration régulière et l'étrange et puissante prise de conscience que je construisais une vie qui leur serait désormais inaccessible. Brique après brique, choix après choix. Pour la première fois, je n'avais plus besoin de demander la permission pour mon avenir. J'avais le droit de le revendiquer. Je n'ai pas crié sur tous les toits mon succès. Je ne l'ai pas publié en ligne. Je n'ai pas envoyé de message avec la mention « à lire quand vous le souhaitez ». Mais les nouvelles ont la fâcheuse habitude de se faufiler entre les lignes. Tout a commencé par un courriel du collège communautaire me demandant si je serais disposé à prendre la parole lors d'un petit événement pour les étudiants de première génération. Rien d'extravagant, pas de caméra, juste une salle remplie de gens à qui l'on avait dit, directement ou indirectement, que leur avenir était négociable. J'ai failli refuser. On a la vie dure. Mais je me suis souvenu de cette fille qui avait pris un sweat à capuche et $60 et qui était partie dans la nuit parce que rester faisait plus mal que partir. Je me suis souvenu de la lettre, des papiers, de la cruauté silencieuse déguisée en conséquence. Alors j'ai dit oui. J'ai parlé de recommencer à zéro, avec pour seul bagage un espoir tenace. J'ai parlé d'apprendre à faire la différence entre soutien et contrôle. J'ai parlé du fait que partir ne fait pas de vous une personne ingrate, mais une personne honnête. Je n'ai pas mentionné mes parents par leur nom. Ce n'était pas nécessaire. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné alors que je rangeais des livres à mon travail sur le campus. « Papa », j'ai laissé sonner. Puis, au 3e appel, quelque chose dans son insistance m'a semblé différent, moins sûr de lui, moins arrogant. Je suis sorti et j'ai répondu. « Anna », a-t-il dit, et cette fois sa voix n'était pas guindée. Elle était faible. « On a entendu dire que tu allais bien. » Je me suis appuyé contre le mur de briques,
sentant le soleil de fin d'après-midi sur mon visage. Oui. Il y a eu un silence, puis, doucement, tu n'étais pas obligée de faire tout ça toute seule. J'ai failli rire. Tout ça, le silence, la survie. Je n'ai pas choisi d'être seule, dis-je. J'ai choisi de ne plus souffrir. Un autre silence. Plus long cette fois. Ta mère s'est inquiétée pour toi, ajouta-t-il. Émilie aussi. Bien sûr. Émilie s'inquiétait toujours quand tout était déjà brisé. Quand il n'y avait plus rien à réparer sans avoir à rendre des comptes. On ne pensait pas que tu resterais vraiment parti, admit-il. On pensait que tu avais juste besoin de temps. Du temps. Le mot qu'on utilise quand on ne veut pas admettre avoir perdu le contrôle. Je suis resté, dis-je d'un ton égal, parce que partir, c'était la première fois que je me sentais en sécurité. Il n'a pas argumenté. Il ne m'a pas fait la morale. Pour la première fois de ma vie, il n'a pas essayé de me justifier. Je comprends maintenant, dit-il. Et je l'ai cru. Mais trop tard, c'est toujours trop tard. Je ne suis pas en colère, lui dis-je. J'en ai juste assez de faire comme si de rien n'était. Quand l'appel s'est terminé, je suis resté là un long moment, les mains immobiles, la poitrine apaisée. J'ai enfin ressenti l'absence qui m'avait accompagnée toute ma vie. Et le plus étrange, c'est que je ne me sentais ni puissante, ni victorieuse. Je me sentais libre, car leur prise de conscience n'a pas changé mon chemin. Elle a simplement confirmé que j'avais fait le bon choix. Ma vie ne s'est pas transformée du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de moment spectaculaire où tout m'a paru soudainement parfait. Le changement a été plus discret. J'ai commencé à me réveiller sans cette boule au ventre familière, celle qui se serrait dès que j'entendais des pas dans le couloir ou des voix en bas. J'ai commencé à prendre des décisions sans les justifier mentalement. J'ai appris ce que c'était que d'exister dans un espace où personne ne jugeait, où l'amour était inconditionnel et sans comparaison. Mon appartement est petit, mais il est à moi. Les meubles sont dépareillés. Les murs sont encore presque nus et le radiateur fait des bruits étranges en hiver, mais chaque recoin appartient à une version de moi qui a survécu à une épreuve réelle. Je laisse mes clés sur le comptoir sans crainte. Je ferme la porte le soir, sachant que personne ne l'ouvrira pour me faire la leçon sur qui je devrais être. Il m'arrive encore d'avoir des nouvelles de mes parents. Leurs messages sont désormais prudents, mesurés. Ils me demandent comment je vais. Ils parlent d'Émilie, de son travail, de ses projets, de ses réussites, comme si ces détails pouvaient encore me rattacher à la famille que j'ai quittée. Parfois, ils évoquent le passé, mais jamais directement, jamais avec responsabilité, juste avec des mots doux, une distance suffisante pour se dérober à leurs responsabilités. J'ai appris à ne pas chercher à tourner la page. Grâce à une thérapie, des conseils juridiques et le temps, j'ai compris une chose importante. Je ne leur devais pas de réconciliation pour justifier ma guérison. La loi protégeait mon indépendance. Les limites que je me suis fixées protégeaient ma tranquillité et la distance m'a apporté la clarté qu'ils ne m'ont jamais permis d'avoir dans cette maison. Émilie porte toujours sa bague. Mes parents croient toujours avoir fait de leur mieux. Et peut-être, à leur manière, ont-ils raison. Mais leur conception du mieux a eu pour prix ma liberté d'expression, ma sécurité et mon estime de moi. Je n'ai pas besoin qu'ils l'admettent pour que ce soit vrai. Je n'ai pas besoin d'excuses qui arriveraient trop tard et qui m'exigeraient trop. Ce dont j'avais besoin, ce pourquoi je me suis battue, c'était une vie où je pouvais enfin respirer. Aujourd'hui, j'accompagne de jeunes femmes qui me ressemblent. Des filles qui ont appris trop tôt à se taire. Qu'on encensait pour leur facilité et qu'on punissait pour avoir le moindre besoin. Quand elles me demandent comment j'ai fait, comment je suis partie, je ne leur fais pas de discours. Je leur dis la vérité. Que partir n'est pas une faiblesse. Que se choisir soi-même ne fait pas de vous une personne cruelle. Que parfois, le plus courageux est de cesser d'attendre d'être vu par ceux qui refusent de vous. Regarder. Avant, je croyais être le problème de ma famille. La fille difficile, l'ingrate, la déception. Maintenant, je sais que c'était faux. Je n'étais pas brisée. Je n'étais pas égoïste. Je n'en demandais pas trop. Je m'adressais simplement aux mauvaises personnes. Et quand j'ai enfin arrêté, quand j'ai choisi de me choisir, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai gagné une vie. Une vie que je compte bien préserver.